On assiste actuellement à une diversification croissante des drogues illicites et à une hausse des actes de violence de la part du crime organisé au sein de l'UE. Pour y pallier, de nouvelles formes de coopération et des solutions innovantes sont mises en place, comme l'explique Alexis Gosdil, directeur de l'agence de l'UE sur les drogues. Il est aujourd'hui l'invité de The Global Conversation. Monsieur Alexis Gosdil, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes entré en fonction il y a longtemps alors que l'institution était encore un observatoire. Depuis juillet, c'est désormais une agence qui dispose de pouvoirs plus étendus. On va y revenir, mais je voudrais tout d'abord évoquer les nouvelles drogues que les gens se procurent, notamment la cocaïne rose. Comment définir ces nouvelles drogues et quels sont les risques qu'elles font encourir aux personnes qui les consomment ? Ces nouvelles drogues sont des drogues ou des substances qui ne sont pas encore catégorisées comme des drogues en tant que telles. C'est pourquoi on les qualifie aussi de nouvelles substances psychoactives. Elles ont un effet psychoactif sur le cerveau mais ne sont pas encore classées en tant que drogue. Au cours des 27 dernières années, on a mis en place et développé un système européen d'alerte sur ces substances et on a détecté plus de 950 d'entre elles qui n'étaient jamais apparues sur le marché européen auparavant. Et certaines d'entre elles ont le potentiel d'être nocives pour la santé, voire d'entraîner des conséquences mortelles. Ce terme de cocaïne rose est quelque peu déroutant. J'imagine que la plupart des gens ne connaissent pas ces nouveaux produits. Quelle est cette substance et pourquoi arrive-t-elle sur le marché ? La cocaïne rose est également appelée Tussi en Amérique latine ou en Espagne par exemple. Cela vient du nom chimique qui est le 2CB. Mais ce qu'on observe, c'est que dans de nombreux cas, d'autres substances, comme par exemple la kétamine, qui est de plus en plus problématique, apparaissent un peu partout. Par exemple, on a mené une enquête en ligne auprès de personnes déclarant consommer des substances et jusqu'à 10% d'entre elles ont déclaré avoir consommé au moins une fois au cours des 2 derniers mois de la kétamine. Est-il facile d'avoir accès à ces produits médicamenteux et quels sont les risques qu'ils présentent ? Tout d'abord, il ne s'agit pas ou pas seulement de produits médicamenteux. Si on parle du fentanyl, oui. La première molécule de fentanyl a été créée, élaborée par un laboratoire pharmaceutique belge, mais c'était lié à la recherche d'un analgésique et d'un anesthésique plus puissant. Tout était donc justifié. Cette dernière a donné son nom à une famille de molécules qui partagent sa structure et certaines de ses propriétés, mais qui sont illicites. Et ces molécules sont vendues essentiellement sur Internet, non seulement sur le Darknet, mais aussi sur le web de surface. Et les stratégies de marketing sont extrêmement bien rodées. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens commencent à consommer ce type de substances, mais on peut aussi affirmer que la consommation de drogue est associée à certaines expériences sexuelles. On parle même de chemsex. Les gens le font soit consciemment, soit parce qu'ils sont victimes d'abus de la part d'autres personnes. Pensez-vous qu'il s'agit d'une tendance majeure et que cela représente un risque pour la santé ? Je dirais que la tendance majeure et les plus grands risques sont, comme on le répète souvent, partout, pour tout le monde et tout le temps. Les drogues sont partout aujourd'hui, qu'elles soient introduites clandestinement en Europe ou produites sur le territoire de l'UE. Tout peut faire l'objet d'un comportement addictif. Ainsi, la distinction entre drogue dure et drogue douce, illicite et licite, ne recouvre pas toute la complexité et la polyconsommation. En conséquence, tout le monde peut, à titre individuel ou de manière indirecte, connaître un épisode aigu ou chronique de comportement addictif à l'une de ces substances. On évoque les nouveautés en ce qui concerne ces substances, mais cela ne signifie pas qu'il y ait une diminution de la consommation plus traditionnelle de cannabis, de cocaïne ou d'héroïne. En fait, ces nouvelles substances ne sont pas tant répandues que cela aujourd'hui. C'est un marché en perpétuel mouvement. Le cannabis et ses dérivés restent la première substance consommée en Europe. La cocaïne est aujourd'hui beaucoup plus répandue en raison de l'augmentation considérable de la production et de la disponibilité.
Mais on constate également une hausse de la production d'amphétamines et, comme vous l'avez mentionné, du chemsex, c'est-à-dire la pratique consistant à utiliser des substances pour contribuer à une activité sexuelle prolongée et avoir des rapports sexuels avec de nombreux partenaires, en particulier des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Mais ce qu'on observe à cet égard, c'est qu'ils peuvent généralement utiliser, par exemple, de la méthamphétamine, qui n'était pas très répandue jusqu'à présent en Europe. Mais on constate au fil du temps qu'ils pourraient ne représenter qu'une partie de la population qui consomme ces substances. Cela veut donc dire que nous sommes confrontés à des risques, des problèmes et des défis importants et qu'on doit être beaucoup plus agile qu'il y a 20 ou 30 ans. What was the situation 20 or 30 years ago. Et de quelle manière ces comportements ont-ils également un impact sur les maladies associées comme le VIH ou d'autres pathologies? Il existe plusieurs types d'effets négatifs ou de problèmes en termes de santé. L'un d'entre eux est, comme on l'a mentionné dans notre dernier rapport européen sur les drogues, que l'on est revenu au taux d'infection par le VIH antérieur au Covid, ce qui n'est pas bon signe. Dans d'autres champs également, celui des maladies infectieuses, des études montrent qu'il y a une augmentation des maladies sexuellement transmissibles et que certaines d'entre elles deviennent résistantes aux antibiotiques et aux thérapies. Il est donc fondamental pour les politiques de prévention, pour les politiques nationales ou européennes en matière de drogue, d'avoir une approche plus globale et de tenter d'anticiper également et de s'adresser à des petits groupes de personnes qui initient une pratique qui n'est pas encore courante, mais qui pourrait représenter un danger ou un sérieux risque pour la santé. Comment évaluez-vous la capacité du système de santé en général dans les États membres de l'Union européenne à gérer ces problèmes et notamment les situations les plus graves comme les overdoses, mais aussi lorsque des personnes souhaitent mettre un terme à leur consommation régulière? Je dirais que si l'on regarde le point de départ de l'épidémie d'héroïne au sein de l'UE, nous avons fait d'énormes progrès et nous avons obtenu de très bons résultats grâce à notre approche collective en Europe au cours des 30 dernières années. On a réduit de manière spectaculaire le nombre de décès liés à la drogue. Actuellement, 7 à 8 000 personnes meurent d'une overdose dans l'UE, contre plus de 110 000 aux États-Unis, avec une population plus importante en Europe qu'outre-Atlantique. On a assisté au développement remarquable de l'offre de traitement, y compris des traitements de substitution. À la fin des années 90, on disposait peut-être de 30 à 35 000 places pour des traitements, alors qu'aujourd'hui, l'Europe en compte plus de 650 000. En ce qui concerne l'épidémie d'héroïne, cette évolution a été progressive et très efficace. Le problème de fond et le défi résident plutôt dans le fait qu'il y a plus de substances et plus de combinaisons de produits, plus de polytoxicomanie, et qu'on doit changer notre approche de la prévention, du traitement et de la réduction des risques. Et je ne parle pas que des traitements de substitution qui fonctionnent très bien pour les opioïdes. Il s'agit aussi de développer de nouvelles formes de prévention, de traitement et de réduction des risques pour les autres substances et les autres usages. Et constatez-vous que les ministres de la Santé des États membres de l'Union européenne s'intéressent à cette question? Il y a sans doute un intérêt de leur part, mais il faut se rappeler que nous avons dû faire face à plusieurs crises économiques majeures au sein de l'UE, y compris la crise de l'euro pour des pays comme la Grèce. Et cela a un impact. La crise des subprimes a notamment eu pour conséquence une forte baisse des budgets disponibles pour les questions de santé publique dans tous les États membres de l'UE. D'où le nouveau rôle de notre agence qui est de contribuer à la préparation de l'Union aux nouvelles questions liées aux drogues. Le premier message qu'on transmet aux États membres est le suivant. Comme nous pourrions être confrontés à de nouveaux risques et à de nouveaux défis dans un avenir proche, il faut maintenir les dépenses de santé, en particulier dans le champ de la santé publique. En même temps, on doit continuer à investir pour trouver de nouvelles approches thérapeutiques, de nouveaux modèles de prévention pour ces nouvelles substances, de nouvelles façons de faire, qui sont aussi associées à une perception différente du risque au sein de la population.
Une stratégie comme celle que vous venez de décrire serait donc le moyen d'envisager ce que l'on peut appeler la zone grise de l'usage des substances, car le cannabis peut aussi être utilisé pour venir en aide aux personnes atteintes d'un cancer. Certaines substances chimiques peuvent être utiles pour traiter de graves pathologies psychiques. Comment définir ces limites ? C'est une très bonne question. C'est très important. Pourquoi ? Parce que pendant de très nombreuses années, il y a eu un débat visant à se montrer pour ou contre, par exemple, l'usage médical des cannabinoïdes. Et il y a généralement beaucoup de confusion entre le fait de savoir si ces substances peuvent être utiles, cela peut-il servir de traitement ou être combiné à un traitement existant. Cela dépend aussi des extraits de cannabis, car il existe de nombreuses options. Pour moi, le principe fondamental de la toxicologie moderne depuis 250 ans est que la différence entre le poison, le médicament ou la drogue, c'est la dose et non la substance. Donc potentiellement, oui, on a besoin de davantage de recherche. On a publié un rapport sur l'usage médical des cannabinoïdes. On va très bientôt publier un rapport sur l'usage médical des psychédéliques. Je pense que le message clé est le suivant. On ne doit pas adopter une approche idéologique en interdisant ou non les substances, car si on procède de la sorte, on cesserait d'utiliser la morphine pour contrôler la douleur. Or, c'est le seul traitement efficace contre la douleur aiguë. Mais on doit encourager la recherche scientifique et médicale. Mais par exemple, il y a plus de 20 ans, le Portugal a été le seul pays à dépénaliser l'usage de toutes les drogues. Cela fera 25 ans l'an prochain. Exactement. Seule la production et le trafic de drogue sont donc des délits. Quel regard portez-vous sur cette question et pourquoi s'agit-il encore d'un cas isolé ? C'est un cas isolé, mais c'est un cas extrêmement important et intéressant. Alors qu'il y a 24 ans, certaines personnes y étaient foncièrement opposées et prétendaient que cela encouragerait les gens à consommer des drogues, les preuves scientifiques démontrent que ce n'est pas le cas. Pourquoi les autres pays n'ont-ils pas suivi le même exemple ? Tout d'abord, cela dépend de la philosophie et de l'approche de chaque gouvernement, car la politique en matière de drogue est une compétence nationale et non européenne. Mais ce qu'on observe, c'est qu'au cours des 25 dernières années, il y a eu une convergence entre les États membres pour au moins tenter de limiter et d'éviter l'emprisonnement des gens, au seul motif d'avoir consommé de la drogue, car au final, cela crée plus de problèmes pour eux et pour la société. Parlons de la production et du trafic de drogue. On sait que depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan en 2021, la production d'opium a diminué. Comment cela a-t-il affecté le marché de l'héroïne en Europe ? D'après les informations dont on dispose, le marché européen n'a pas encore été touché. Mais cela peut arriver, et cela arrivera sans doute. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on devrait très certainement voir l'an prochain, si cela se poursuit, un certain effet de l'interdiction de la production d'opium en Afghanistan. On sait que d'autres pays d'Asie produisent de l'opium, mais pas en aussi grande quantité. Cela ne va donc pas remplacer ce qui n'est plus produit dans ce pays. Ce qu'il faut voir, c'est l'attitude des consommateurs, des clients. Si on regarde ce qui s'est passé sous le dernier régime taliban qui a pris la même décision et l'a appliquée de la même manière, on a vu que le comportement des consommateurs d'héroïne au sein de l'UE variait d'une ville ou d'un pays à l'autre. Certains ont essayé de suivre un traitement, d'autres sont passés à d'autres opioïdes, y compris des opioïdes de synthèse. C'est pourquoi nous participons à l'Alliance mondiale sur les drogues de synthèse lancée par les États-Unis et soutenue par l'UE. Nous avons pris part à une réunion il y a 2 semaines, mais notre message, c'est que nous devons rester flexibles et agiles et que nous devons nous assurer de maintenir le niveau de dépenses en termes de santé publique et pour la réponse à apporter à ce problème.
Un autre flux notoire est celui provenant d'Amérique latine vers les ports européens de Belgique, des Pays-Bas et de France, pour ne citer que quelques exemples. Y a-t-il un risque pour qu'apparaissent des narco-États au sein de l'Union européenne? C'est une question qu'on me pose souvent. Les gens ont peur et sont inquiets. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Oui, il y a une menace pour l'état de droit. Et pour moi, cela ne fait aucun doute. L'évolution la plus inquiétante de ces 7 ou 8 dernières années, c'est l'augmentation considérable de la violence liée à la drogue dans les pays de l'UE. Cela veut dire qu'il y a 10 ans, lorsqu'on travaillait avec la Commission européenne pour l'aider à élaborer une stratégie contre la violence liée à la drogue, il était question de l'Amérique centrale. Aujourd'hui, on parle de l'Union européenne. Est-ce à cause de la violence entre les gangs, du fait qu'ils constituent des laboratoires locaux et qu'ils se disputent les territoires, qu'ils ont recours à des enfants? Les facteurs sont nombreux, vous en avez cité quelques-uns. C'est tout à fait exact. Je pense que ce que nous voyons aujourd'hui résulte aussi d'une évolution qui a probablement pris 10 ans et qui a été accélérée, entre autres, par la pandémie de Covid-19. En effet, la plupart des drogues sont désormais acheminées dans des conteneurs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais je pense que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la partie émergée de l'iceberg, qui n'était pas visible auparavant. Et puis, il y avait aussi d'énormes défis à relever, par exemple dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cela veut donc dire qu'on n'a sans doute pas vu les premiers signaux montrant que les groupes criminels organisés étaient en train de changer leur façon de procéder. Et ce que l'on voit malheureusement aujourd'hui, c'est que ça se passe partout. C'est tous les jours ou presque, toutes les semaines, dans tous les États membres de l'UE ou dans la plupart d'entre eux. C'est une menace pour l'état de droit, y compris en Belgique. Le ministre de la Justice a été menacé. Exactement. Des magistrats, des ministres font l'objet de menaces. Ou aux Pays-Bas, un avocat a été tué dans la rue ainsi qu'un journaliste renommé. Il y a donc une menace pour l'état de droit, mais en même temps, c'est une menace pour toutes les démocraties, parce que, comme les maires l'ont affirmé lors du Forum européen sur la sécurité urbaine, dans une déclaration commune à Bruxelles en mars dernier, ils ont insisté sur le fait qu'ils ont besoin de sécurité et de sûreté. Mais avant cela, il nous faut une approche plus globale et plus intégrée. On ne peut donc pas se contenter de déclarer la guerre aux seuls usagers en guise de réponse. Ce serait comme déclarer la guerre à ses enfants. Dans les pays qui ont agi de la sorte, comme le Mexique, cela n'a pas pu donner de résultats positifs. Mais on doit trouver de nouvelles approches plus coordonnées, plus intégrées, car cela pourrait mettre en danger notre modèle de cohésion sociale, nos valeurs européennes. C'est pourquoi nous organisons la première conférence européenne sur la violence liée à la drogue à la fin du mois de novembre, ici à Bruxelles. Je voudrais aussi évoquer l'aspect financier, car le trafic de drogue est extrêmement lucratif. Il est associé à la corruption, au blanchiment d'argent. Est-ce que les États membres, les gouvernements, les autorités en général en font assez pour réduire les bénéfices économiques de cette, si j'ose dire, industrie? Je pense qu'il s'agit de l'un des développements les plus récents et probablement le plus prometteur. Vous savez sans doute que la Commission et le commissaire Johansson ont publié l'an dernier une feuille de route pour lutter contre la criminalité et le trafic de drogue. Dans ce contexte, certaines initiatives sont en cours, de nouveaux projets, de nouveaux programmes, et parallèlement, sous la présidence belge de l'UE, une nouvelle agence a été créée pour lutter contre le blanchiment d'argent. Le principe de la création de l'agence a été adopté sous la présidence belge. Je pense donc qu'il y a une convergence et, comme vous l'avez dit, si vous ne frappez pas les organisations au portefeuille, là où ils réalisent le plus de bénéfices, ce qui constitue la raison d'être de leur trafic. Si vous ne ciblez pas cela, il n'y a aucun moyen d'espérer qu'avec un simple message de prévention, on abordera le problème de manière réellement sérieuse. Il nous faut une approche intégrée, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut réduire les flux financiers, les intercepter, et que la législation de certains États membres en matière de confiscation des avoirs est tout à fait cruciale. For the confiscation of assets is also something very, very important.
C'est un sujet qui compte en effet, mais l'heure tourne. Nous arrivons à la fin de cette émission. Alexis Gosdil, merci d'avoir répondu à nos questions. Thank you very much Thank you for again. all the explanations you gave, and very good luck for the new agency challenges ahead. Thank you very much. Muito obrigado.